Début de l'opération de rapatriement volontaire des ex-combattants M23 réfugiés en Ouganda. 120 ex-combattants, dont une femme, ont pris l'avion destination le camp DDR de Kamina au Katanga. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial Paty Kerry pour plus de précisions. Et nous irons au Nord Kivu. La société civile procède ce mercredi à Béniville à l'ouverture d'un dialogue social pour le rétablissement de la paix et la sécurité dans la zone. Outre les problèmes sécuritaires, les questions d'infrastructure pourront être débattues au cours de ce dialogue. Nouveau point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec ce début de l'opération de rapatriement volontaire des ex-combattants M23 réfugiés en Ouganda. Depuis la chute de ce mouvement rebelle il y a plus d'une année, mardi soir à l'aéroport militaire d'Entebbe, 120 ex-combattants, dont une femme, ont pris l'avion destination le camp DDR de Kamina au Katanga. Et nous sommes en ligne avec Paty Kerry, notre envoyé spécial à Kamina au Katanga. Alors Paty, vous êtes sur place. Est-ce que vous nous confirmez que l'opération de rapatriement a bel et bien commencé? Effectivement, nous nous trouvons actuellement à l'aéroport de Kamina. Effectivement, nous avons ramené d'Entebbe, de l'aéroport militaire d'Entebbe, juste ici à Kamina, dans la province du Katanga, 120 ex-combattants M23 qui étaient réfugiés depuis plus d'une année en Ouganda, dont une seule femme, donc il y a 119 hommes, plus une femme. Ils sont effectivement arrivés, ils avaient manifesté il y a quelques temps par le processus d'amnistie leur volonté de retourner chez eux. Effectivement, ils sont arrivés ici en République démocratique du Congo sur le sol congolais, ici à Kamina, à la base militaire. Ils ont été reçus par le commandant Niembo, qui leur a assuré de l'accueil. Toutes les dispositions sont prises pour leur accueil et pour qu'ils puissent dans quelques jours, n'est-ce pas, intégrer le processus DDR tel que stipulé également dans la déclaration de Nairobi. Il faut le rappeler, signée le 12 décembre 2013 à Nairobi, déclaration qui marquait la fin du M23 en tant que mouvement rebelle. Alors dites-nous, Paty, combien de temps pourra prendre ce processus? Voilà, d'après les estimations, ils sont à plus de 1000 qui sont réfugiés en ce moment, en Ouganda. Et puis ceux qui vont manifester volontairement, qui vont décider volontairement de rentrer en République démocratique du Congo, ceux-là vont participer à ce processus. Le processus va continuer, ce n'est que le début. Un processus qui a été lancé donc hier, mardi 16 décembre en Ouganda, en présence du coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba, qui a représenté la République démocratique du Congo. Il y avait également le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, Oriem Okello. Il y avait également la CIRGL représentée par son secrétaire exécutif, mais également la SADC représentée également par son secrétaire exécutif. Ça veut dire que les deux pays, la RDC et l'Ouganda, sont décidés à ce que le processus évolue normalement, mais également toute la sous-région avec la CIRGL, mais également la région des Grands Lacs et la communauté internationale, qui sont décidés à ce que ces ex-combattants, ceux qui vont justement faire la demande, cette demande est déjà acceptée. Merci Paty Kerry pour toutes ces précisions. Pendant ce temps, la société civile du Nord Kivu procède ce mercredi à Béniville à l'ouverture d'un dialogue social pour le rétablissement de la paix et la sécurité dans la zone. Ce dialogue est convoqué à un moment où cette partie du pays fait face à une recrudescence de l'insécurité. Outre les problèmes sécuritaires, les questions d'infrastructure pourront être débattues au cours de ce dialogue. Et c'est après 4 jours du lancement par les FARDC, la MONUSCO, des opérations conjointes pour le désarmement des ADF actifs dans le territoire de Béni, qui a été lancé les travaux de ces dialogues sociaux. Convoqué à un moment où cette zone fait face à une recrudescence de l'insécurité et l'absence des infrastructures de base, ce forum connaîtra la participation de certaines autorités gouvernementales ainsi que de quelques députés, sénateurs et notables de Béni. Dans une déclaration faite à la presse, le vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu, Omar Kavota, a insisté sur les caractères inclusifs de la rencontre de Béni. Nous voudrions mettre à contribution tout le monde parce que, compte tenu de la spirale de la violence qui prend en étau la population du territoire et de la ville de Béni, la société civile du Nord Kivu a réalisé qu'il faut réunir les notables, qu'ils émettent des orientations, des recommandations et que les uns et les autres soient mis à contribution pour arrêter ce massacre. Même si ces dialogues sociaux a pour objectif la restauration de la paix et la sécurité à Béni, où sévit une série de massacres depuis octobre dernier, il va se tenir sans la participation des groupes armés, car ils n'y ont pas été invités.
Et la société civile du Nord Kivu, organisatrice de ces assises, parle d'un cadre circonscrit uniquement aux grands notables. Pourtant, selon certains notables ayant requis l'anonymat, la participation de groupes armés s'avère importante. Outre le problème sécuritaire, les questions d'infrastructure pourront être débattues au cours de ces dialogues sociaux. Beni Ville et territoires sont en effet confrontés au mauvais état des routes d'intérêt agricole et économique. On revient à Kinshasa pour parler du mouvement pour la libération du Congo qui traverse de fortes turbulences. Eh bien, deux ailes se dessinent depuis la nomination de 3 cadres de ce parti dans le gouvernement de cohésion nationale. Une partie du mouvement approuve l'entrée de Thomas Louaka, Germain Kambinga, Omer Ekbake dans le gouvernement. L'autre, par contre, désapprouve cette démarche au motif que le président national, Jean-Pierre Bemba, s'y oppose fermement dans un document signé par ce dernier depuis La Haye. Côté Thomas Louaka, on doute encore de l'authenticité de ce document. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Jacques Mamba. Il est secrétaire national du MLC, chargé de l'idéologie et de la formation. Nous avons reçu 2 courriers qui ont été ratifiés par le greffe de la Cour pénale internationale. Donc ce sont des courriers authentifiés. Nous avons reçu 2 courriers, l'un dans lequel nous avons la nomination du nouveau secrétaire général en la personne de Mme Eve Bazaïba, la sénatrice, et un autre courrier dans lequel il s'adresse à M. Thomas pour exprimer son regret quant au fait qu'il s'est dédouané de respecter les règles élémentaires qui régissent notre parti, notamment à travers de ses statuts. L'ancien secrétaire général, aujourd'hui Excellence, n'a pas pris le soin de contacter le secrétariat général ou de ramener la question au parti pour qu'elle soit discutée. Donc ça, c'est au niveau de la forme, c'est tout à fait inadmissible que quelqu'un se présente au gouvernement négociant au nom du parti, alors qu'en réalité, il n'a même pas contacté les personnes au nom desquelles il négociait. Donc ça, c'est un problème de forme. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont posé un acte, ils sont allés au gouvernement sans l'aval du parti. Ça n'a pas été discuté au parti. Je ne pense pas vous pouvez quitter votre parti politique, vous retrouver dans un gouvernement sans que votre parti vous ait mandaté. Il faut que ça soit discuté au niveau du parti. Ça n'a jamais été discuté. Donc, c'est un choix libre. Jean-Jacques Mamba était l'invité de Florisant Doto dans Décryptage à suivre bien évidemment sur votre chaîne. Parlons éducation dans ce journal. 4500 enseignants congolais de l'enseignement primaire et secondaire seront bientôt formés pour améliorer leur performance. Eh bien, cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de l'UNESCO financé par le gouvernement chinois. $1 million américains, c'est la hauteur du projet China Fund and Trust, lancé mardi à Kinshasa par la directrice générale de l'UNESCO, qui appelle les autorités congolaises à valoriser la carrière enseignante. Rien ne remplace un bon enseignant. Nous devons les former le mieux possible, les soutenir, les valoriser, car ils font un métier difficile qui est la clé du développement des individus. Et nous lançons un message qui est à la fois un message pédagogique, mais aussi un message politique, celui d'un pays mobilisé derrière ses enseignants pour les soutenir, les former, les écouter, les valoriser dans leurs efforts pour construire l'avenir de la RDC. Ce projet financé par le gouvernement chinois prévoit la formation des enseignants du primaire et du secondaire. Prévue jusqu'en 2016, cette formation va couvrir 3 différentes provinces du pays, Kinshasa, Bandundu et la province orientale. Une initiative saluée par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Maker Mwangu, qui souhaite voir l'UNESCO étendre son appui à d'autres provinces vu le nombre d'enseignants que compte la RDC. Il estime également que la valorisation de la fonction enseignante ne peut être résumée par la rémunération, bien que celle-ci soit un élément important. Autre titre d'actualité face à la propagation du virus hémorragique de la fièvre Ebola qui continue encore à faire ses victimes. En Afrique de l'Ouest, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sera en tournée dans les prochains jours dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest les plus touchés par cette épidémie. Ces 4 pays sont, vous le savez, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et le Mali. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé en date du 15 décembre, l'épidémie à virus Ebola, qui s'est déclarée dans le sud de la Guinée en décembre 2013, a fait déjà plus de 6 900 morts sur près de 18 500 cas, à 99% au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Le Mali, qui a enregistré 7 décès sur son territoire dus à ce virus, vient de lever la surveillance pour toutes les personnes ayant pu avoir des contacts avec les porteurs du virus, mais reste menacé tant que l'épidémie n'est pas totalement sous contrôle dans la région, selon l'ONU.
C'est dans ce cadre que le secrétaire général de l'ONU va se rendre dans les prochains jours en Afrique de l'Ouest afin de se rendre compte personnellement de l'évolution de cette riposte. Mais l'ONU a déjà mis en place, il y a de cela 2 mois, une mission spéciale pour la lutte contre Ebola, dont le siège est à Accra, avec des antennes dans les 4 pays concernés. En Sierra Leone, plusieurs mesures sanitaires ont été prises par les autorités pendant cette période de festivités de fin d'année, notamment l'interdiction de célébration de Noël et de Nouvel An pour éviter des rassemblements pouvant amener à des nouvelles contaminations. Par ailleurs, la Banque mondiale a annoncé début décembre que l'épidémie à virus Ebola allait faire chuter la croissance de ces pays touchés sous la barre de 4% cette année, avant d'entraîner la Sierra Leone et la Guinée dans la récession en 2015. Et dans le reste de l'actualité, le Forum de la paix et de la sécurité s'est clôturé mardi à Dakar. Ouvert lundi, ce forum a permis de réfléchir sur les solutions qui pouvaient mettre un terme à l'insécurité grandissante qui menace le continent. Il y a notamment le terrorisme, circulation des armes et trafic de drogue. L'Afrique doit anticiper les crises et avoir une force de réaction rapide. Cette phrase prononcée par le ministre français de la Défense a recueilli un consensus de tous les chefs d'État africains qui étaient présents. On passe au sport, on ouvre d'abord par cette récompense de l'Union des footballeurs du Congo à l'endroit des joueurs congolais et étrangers mais évoluant au championnat d'élite de la RDC. Ils sont au total 33 nominés à faire l'objet d'un vote aboutissant à l'élection des 11 meilleurs joueurs du championnat pour la saison sportive 2014 au cours d'une soirée de gala qui est prévue d'ailleurs le 30 décembre prochain et c'était lors d'un point de presse tenu mardi à Kinshasa d'où Doumbala était présent. Deki Diaba Mouteba, les portiers du tout-puissant Mazembe Anglebert, en passant par Joïssa Mampeko de Kabuskop et Bunga Simbi, présenté ici comme joueur, évolue encore dans la SD Club, Kabanangue Junior, le capitaine Youssouf Moulumbu, sans oublier Héritier Luvumbu-Zinga, l'Union des footballeurs du Congo UFC en sigle, tient à honorer d'abord les athlètes. Et Patrick Lokala, chargé de mission de cette structure, explique ici les modalités du vote. Il faut dire que le vote d'abord a démarré par un travail de la commission technique qui a été mise en place en interne. Et puis nous avons eu également la participation de l'entraîneur de l'équipe nationale, M. Florent Ibengue, qui a également émis quelques points de vue par rapport au choix des 33 nommés. Vous devez retenir qu'il y a des équipes qui prennent part au championnat de la Ligue nationale de football qui vont prendre part à cela. Donc ils sont pas, c'est pas toutes les équipes parce que avec le maigre moyen que nous avons, on n'a pas eu vraiment la possibilité d'aller sur toute l'étendue du territoire national pour ce travail. Et après le vote, nous allons procéder au dépouillement qui connaîtra la présence d'un officier de justice pour attester en fait la véracité de ce vote-là. Ce mardi, au cours de ce face-à-face avec la presse sportive de la RDC, il était question de dévoiler la liste des 33 nominés pour cette soirée qui s'annonce haute en couleur. L'UFC, qui est un syndicat des footballeurs congolais, a pensé également aux joueurs étrangers évoluant en République démocratique du Congo. L'Union des footballeurs du Congo est un syndicat congolais qui défend les intérêts des joueurs congolais, mais l'Union des footballeurs du Congo prend en compte aussi les joueurs étrangers qui évoluent au sein de nos championnats respectifs ici. Parce que nous avons cette largesse-là de défendre tous les cas échéants des litiges qui peuvent surgir ou survenir sur un joueur étranger. La particularité de ces votes est que seuls les joueurs évoluant au championnat de la Ligue de foot prendront part à ce tirage pour aboutir aux 11 meilleurs de l'année 2014. Et puis sachez que le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa poursuit son bonhomme de chemin, de même que le football club Renaissance qui continue son ascendance sur les équipes à tendance des CMP. La dernière victime s'appelle l'Olympique Club de Kinshasa, battu sur le score d'un 0. Mais les poulains de Daouda Lupembe restent toutefois deuxième au classement avec 27 points pour 13 matchs joués. En tête du classement, l'on retrouve Arc-en-Ciel qui a 29 points pour 11 matchs joués. Le football club Renaissance du Congo